Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici la review du scan 126, mais tout le mérite de cette vidéo revient à Professeur Majax qui a entièrement réalisé la vidéo. Vous avez peut-être remarqué que cela fait 4 scans que l'on travaille ensemble. La prochaine vidéo, nous la ferons ensemble totalement. Mais là, pour le coup, tout l'honneur lui revient. Alors je compte sur vous pour aller vous abonner à sa chaîne. Elle sera en description. Je vous laisse avec la vidéo. Alors que les colossaux disparaissent à l'horizon pour effacer le monde, les cloches de la liberté résonnent dans toute l'île du paradis. Le grand terrassement porte bien son nom. Eren Yeager s'apprête à faire table rase de ce monde cruel pour en créer un nouveau de liberté. L'apocalypse qui déferle sur le monde lui a ôté tout son sens. Sa volonté est telle qu'elle écrase tout, réduisant ses anciens compagnons à l'impuissance. Comment adhérer à l'Holocauste? Que faire? Ce chapitre 126 est la réponse au chapitre précédent. Les héros sont sous le choc. Plus rien n'a de sens. Leur amitié, leur combat, leurs valeurs. Eren a tout balayé, a brisé le voile d'illusion par le torrent de destruction qu'il a déchaîné. Que faire? Isayama a balayé en quelques chapitres toutes les réponses possibles. Mikasa erre résigné, paralysé, incapable de prendre une décision. Jean, lui, est prêt à se laisser tenter par cette main tendue par Floch. Cette main, c'est celle de la facilité, la voie du totalitarisme. Connie, quant à lui, s'apprête à renoncer aux valeurs morales communes pour sauver la mère qu'il avait juré de protéger, laissant éclater son mal-être si longtemps contenu. Et Armin, de son côté, peine à trouver du sens à sa survie. Pourquoi lui plutôt qu'Erwin? Il n'a ni son talent, ni son charisme. Il n'est pas à la hauteur. Il aurait dû mourir ce jour-là, à Shiganshina. La résignation et le désespoir s'est emparé d'eux. Pendant ce temps, l'histoire se rejoue une nouvelle fois. Le totalitarisme, le fanatisme et la violence surgissent pour s'élever en tant que nouvel ordre du monde. Qu'importe la destruction du monde tant que nous sommes libres. Qu'importe le meurtre et l'anéantissement de nations entières. Eldia renaît de ses cendres, plus monstrueuse que jamais, prête à s'emparer d'un monde vidé. Loin de toute civilisation, une rencontre a lieu. Ceux qui étaient autrefois ennemis n'ont qu'un choix, parler, renoncer à leurs différences et à leurs inimités pour l'intérêt de tous. La parole, le lien. Voilà la solution pour affronter l'inéluctable. Ne pas céder au désespoir, ne pas se soumettre, résister et relever la tête avec fierté. Il serait inutile de faire ici un résumé de ce chapitre 126, tant ce qui se joue est plus qu'explicite. Ce qui va m'intéresser ici, c'est cette opposition que construit Isayama entre les pro-Jaeger menés par Floch et les recrues du 104e. Si les 3 derniers chapitres suintaient le désespoir et la noirceur, le chapitre fait enfin naître une véritable lueur d'espoir. Si dans le chapitre 124 il s'agissait de briser la boucle de manière symbolique, le chapitre de ce mois-ci apparaît comme une continuité directe. Le chapitre s'ouvre pourtant sur une scène absolument déchirante. Hansi n'a pas d'autre choix que d'abattre ses poursuivants, autrefois ses subordonnés. Un geste commandé par la nécessité, mais qui lui arrache des larmes. L'homme est un loup pour l'homme. En une scène, Isayama résume le déchirement propre à toute guerre civile. L'ennemi n'est plus simplement extérieur, il est aussi intérieur, un frère. À Paradis, microcosme isolé d'un monde qui n'existera bientôt plus, se rejouent toutes les tragédies humaines. Que faire? Levi est blessé. Eren s'apprête à tout détruire. Le salut viendra de cette rencontre impromptue avec Magath et Pyke. Les leaders des deux camps, autrefois ennemis, se font face. La solution est simple. S'unir. Renoncer aux rancunes pour sauver ce qui peut l'être. Magath, qui a toujours représenté un visage positif de Mar, a un choix. Tirer ou écouter. Le bruit du revolver ou la voix de son ennemi. C'est cette dernière qu'il choisira. Renonçant à la violence et à des siècles de peur et de rancune, Théo Magath écoute. Ailleurs, c'est un autre dialogue qui se joue, entre Connie et Armin. L'un et l'autre expriment leur douleur. L'un, celle de la perte de sa famille et le dilemme qui le déchire de l'intérieur. L'autre, celle de la culpabilité d'être en vie, la culpabilité du survivant. C'est à Ragako, où s'est autrefois joué un drame atroce, que l'un et l'autre relèvent la tête. Abandonnant leurs fantômes et leur désespoir, ils se remettent en route pour accomplir leur devoir. À l'hôpital militaire, Mikasa retrouve son écharpe volée par une recrue soutenant Eren.
Un éclat de lance de foutre lui déchire l'estomac. Elle n'en a plus pour longtemps. Elle regrette de disparaître sans voir le nouveau monde qu'Eren s'apprête à accomplir. Elle a volé l'écharpe qu'Eren a offrie à Mikasa bien des années avant. Par admiration, par envie, par dévotion aussi, pour se sentir plus proche de celui qu'elle admire et de celle à laquelle elle cherchait à ressembler, son modèle. Mikasa lui reprend l'écharpe sans hésiter. Elle vient de voir le reflet fanatique d'elle-même, ce qu'elle pourrait être, renvoyant à cette obéissance gravée dans son code génétique. Son double, par sa confession, la sort de sa torpeur. Mikasa revient à la vie, elle voit. Elle reprend son écharpe à la fois signe de son amour, de son aliénation génétique, mais aussi de son fardeau. Fardeau qu'elle doit maintenant assumer. Enfin, dans l'obscurité de la nuit, Jean n'arrive pas à dormir. Lui qui n'aspirait qu'à une vie tranquille, on vient de lui proposer d'accomplir son rêve. Il a déjà sacrifié ce rêve pour entrer dans le bataillon d'exploration. Il n'y a connu que la violence et la mort, mais c'est aussi à travers lui qu'il s'est trouvé, a découvert en lui une dignité, un courage, une grandeur qu'il ignorait. Mais voilà que le choix se repose. Rejoindre Floch ou quoi? Il serait facile d'embrasser ce nouveau monde. Un monde de paix débarrassé de tout ennemi. Un poste haut placé lui assurant une vie paisible et aisée. La sécurité et la tranquillité. Voilà le choix de la facilité. Il n'a qu'à tendre la main. Le choix de Jean est simple. Encore une fois, il incarne l'homme ordinaire, représentant de chacun d'entre nous. Le choix que beaucoup ont dû faire au cours de l'histoire et que beaucoup font encore. Se soumettre ou résister. Collaborer ou s'opposer. La sécurité d'une vie paisible ou le danger au nom de ce qu'il croit juste. Comme tous, Jean va faire un choix, celui de ce qui est juste et bon. Il refuse de céder à la tentation totalitaire. Il ne peut renoncer à ce qu'il est devenu, un être humain digne. Le bon choix. Voilà ce que chacun fera dans ce chapitre. À l'image de leur cadette Gabi, chacun doit affronter ses propres démons et les dépasser. À ce groupe hétéroclite s'ajoute Annie, que Connie et Hermine retrouvent grâce à la magie du hasard scénaristique. Comme Magat et Hansi, les ennemis d'autrefois doivent collaborer. Annie abandonne Hitch, non sans un dernier adieu. Peut-être va-t-elle mourir, mais elle a une promesse à tenir. Promesse qu'elle ne pourra tenir sans mettre sa vie en danger. Finissant par la parole et l'entente, les ennemis d'autrefois collaborent. Il ne manque plus que Reiner, le traître, Reiner le grand frère. Chacun met ses rancunes de côté. Il y a un monde à sauver. Il est intéressant de voir l'opposition que continue de construire Isayama dans ce chapitre. D'un côté, nous voyons les Eldiens se rallier massivement à Floch, et au nouveau pouvoir en place. Si j'ai évoqué le mois dernier les notions de totalitarisme et de fascisme, ce n'est pas pour rien, car c'est bien de ça dont nous parle Isayama. Le mouvement politique qui se fait dans le sillage d'Eren et prend le pouvoir sur Paradis n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Un régime tournant autour de la figure d'un leader providentiel, un sentiment nationaliste exacerbé s'appuyant sur un ressentiment revanchard, des valeurs conçues comme des absolus composant une idéologie dominante, l'exaltation d'un passé mythique et idéalisé, et enfin un gouvernement militaire qui assoit son autorité par la force et n'hésite pas à purger les éléments dissidents. Alors que les rescapés marrent et du bataillon d'exploration s'allient pour former une alliance dépassant les rancunes et les différences dans une construction égalitaire et horizontale, on oppose la verticalité de la nouvelle Eldia. Cette verticalité, propre à tout régime totalitaire, ne s'incarne pas mieux que dans le monstre qu'est devenu Eren. Dominant tout depuis sa hauteur, possédant un pouvoir quasi divin, divinisé par ses suivants, Eren incarne la figure littérale de ce chef suprême propre à tout régime totalitaire. Lui et ses adeptes veulent détruire le monde pour que celui-ci soit comme il le souhaite, un monde de liberté. Voilà le propre de l'idéologie selon Arendt. Ce point de bascule où l'idée devient un absolu et conduit à détruire le monde pour qu'il corresponde à celle-ci. Le totalitarisme, toujours selon Arendt, se caractérise par sa volonté de domination, à la fois intérieure mais aussi extérieure. Cette volonté de domination, elle passe par la destruction du monde, de ce qui est extérieur, et la purge de toute dissonance à l'intérieur. La scène d'exécution préparée par Floch résume très bien cela. Il faut détruire l'ennemi, celui qui est autre, mais il faut aussi détruire celui qui n'est pas d'accord. La foule hurle, veut du sang. Triste contraste avec l'arc de la famille royale. Alors qu'on y voyait le peuple de Shiganshina se révolter contre le pouvoir en place et la dictature du pouvoir royal, ici la foule hurle maintenant de manière fanatique. C'est la voix d'Orion Copo qui s'élève. Lui aussi ne peut pas céder. Il met les Eldiens face à la vérité de leurs contradictions. Le Léviathan est en marche et prêt à tout broyer. Mais dans cette obscurité réside un espoir. Le mal, comme je l'avais déjà dit, est pour Isayama dans les systèmes oppressifs, la soumission aveugle à des valeurs ou un passé. L'espoir ne peut être que dans les individus capables de passer outre les systèmes et les passions pour tisser un lien de solidarité avec les autres. La fierté du titre ici, c'est celle que l'on trouve dans cette dignité en tant qu'être humain libre, et seuls eux représentent le salut du monde.